Archivgeschichten, eng Zeitreise an Vergangenheit. Ein Podcast vom Lützebauer Nationalarchiv. Moin und herzlich willkommen bei unserer Podcast-Serie Archivgeschichten vom Lützebauer Nationalarchiv. Auch das Jahr geben wir einen Abblick an die Arbeit von unseren wissenschaftlichen Mitarbeitern. Mein Name ist Jennifer Müller und das Jahr begrüßen ich direkt 3 Leute bei uns am Studio. Und heute sprangen wir dann für diese Episode en Französisch, weil aujourd'hui nous vous présentons le service collecte, conseil et encadrement. Comme nous l'appelons aussi aux archives nationales, le SCCE. Et nos 3 invités aujourd'hui sont Magali Solaire, Marina Marchal et Baptiste Bessières. Bonjour. Bonjour Jennifer. Magali, peux-tu nous expliquer brièvement ce qu'est le service collecte, conseil et encadrement et ce que sont les tâches de ce service et aussi qu'est-ce qui est exactement ta fonction dans ce service ? Alors oui, le SCCE, donc fête d'ailleurs ses 10 ans cette année, est un service qui est orienté essentiellement vers les organismes du secteur public qu'on appelle les producteurs d'archives publiques pour essentiellement les accompagner en matière de collecte, donc c'est-à-dire d'évaluation de l'intérêt archivistique de leurs archives. Et donc on est orienté sur les archives publiques, c'est d'autres sections aux archives nationales qui s'occupent des archives privées, d'associations ou d'entreprises. Donc on les accompagne dans cette collecte et dans ces versements. On a aussi une mission donc, de conseil pour aider les organismes du secteur public à avoir une bonne gestion et des archives courantes et intermédiaires qu'ils ont à assumer au quotidien. Et notamment, on donne de nombreuses formations auprès de l'Institut national d'administration publique pour les agents de l'État. Et nous avons aussi une mission donc, d'encadrement, c'est-à-dire de vérification que ces organismes assurent une bonne gestion des archives publiques et notamment des destructions d'archives publiques. Voilà, et mon rôle, je suis donc chef du service collecte, conseil, encadrement, et donc je coordonne les différents projets et je participe également à ces projets avec une équipe d'une 20aine de personnes pour pouvoir mener à bien toutes ces missions. Ah oui, d'accord. Et donc, toi, tu gères le SCCE, dont Marina et Baptiste font partie. Marina, Baptiste, est-ce que vous pouvez aussi un peu expliquer ce que sont vos tâches au sein du service ? Oui, effectivement. Alors, avec Baptiste, on a essentiellement les mêmes fonctions, le même poste. On est une équipe d'archivistes qui assure ces missions de collecte, conseil et encadrement, pour le papier comme pour le numérique. Et en fait, on s'est réparti le suivi des producteurs d'archives publiques en la matière par grandes thématiques. Donc, on a chacun des portefeuilles de producteurs. Pour ma part, ça va être notamment tout le domaine de la santé. Donc, à chaque fois, c'est le ministère et les administrations qui en dépendent. Je fais aussi le suivi de l'éducation, du domaine de l'éducation, le ministère d'État ou encore l'ancien ministère de l'Intérieur qui est maintenant un département du ministère des Affaires intérieures. Et pour ma part, dans mon portefeuille, donc, j'ai le domaine de la culture, les affaires étrangères et toutes les missions diplomatiques, tout ce qui dépend du sport et la justice, sachant que la justice comprend aussi les tribunaux et juridictions pour lesquels le travail est réparti ensuite entre les collègues parce que ce sont des producteurs d'archives publiques qui nous sollicitent beaucoup. Notre service est aussi organisé en différents pôles. Moi, je suis à la tête du pôle collecte, Marina à la tête du pôle des délégués à l'archivage, pôles qui nous permettent d'être les points de référence pour notre chef de service, Magali, mais aussi pour les interlocuteurs de l'extérieur, externes au service ou aux archives nationales. Et ces pôles permettent surtout de créer des modes opératoires ou des politiques liées à ces différentes thématiques. Donc, vous avez aussi beaucoup d'interlocuteurs, je m'imagine. Effectivement, il faut retenir des noms. Pour plonger un peu plus dans le travail de l'archiviste, essayons de comprendre ce que sont les archives, car en effet, la notion d'archive, ça pourrait créer peut-être des images stéréotypées chez nos auditeurs. Magali, pourrais-tu nous expliquer un peu ce que c'est une archive et aussi les images et les émotions qu'il véhicule ?
Mais oui, effectivement, les archives, on a vraiment souvent une image stéréotypée qui est un vieux document papier, voire un parchemin dans une cave. En fait, les archives, selon la définition légale qui existe au Luxembourg, ce sont tous les documents, y compris donc les données numériques, créés ou reçus, quel que soit leur support ou leur forme matérielle, et quelle que soit leur date, par les organismes, des personnes, etc. Donc, ce sont tous les documents qui sont créés. Donc, indépendamment de leur support, c'est-à-dire que c'est uniquement des documents papier, c'est aussi des photos, c'est aussi des enregistrements audio, vidéo, des images, etc. Donc des données dans des bases de données, comme je l'ai dit. Les archives, elles véhiculent énormément d'émotions pour l'archiviste quand on travaille avec, parce que on voit passer énormément d'informations, de documents, d'histoires, et cela suscite de la joie, de la tristesse, parfois de l'indignation quand on voit le contenu des informations que nous révèlent les archives. Et donc, on a une certaine sensibilité en tant que personne humaine quand on regarde tous ces documents-là. On doit avoir un certain recul pour être toujours objectif par rapport à notre travail, mais on est quand même touché par l'émotion que suscitent tous ces documents, toutes ces histoires et tous ces vécus. Votre travail est certainement passionnant, un peu comme un travail d'enquête, je m'imagine. Et qu'on tombe aussi souvent sur des choses intéressantes ou des choses de valeur historique fascinantes, je pense. Mais avez-vous découvert aussi des choses qui vous ont touché personnellement ou des éléments historiques ou des documents historiques qui vous ont touché personnellement? Oui, c'est très, très fréquent d'être touché par les documents que l'on collecte ou que l'on évalue. Et alors, on ne pourra pas tout discuter, tout évoquer aujourd'hui, mais j'aimerais bien revenir peut-être sur de la petite histoire ou des éléments comme ça, un petit peu peut-être plus anecdotiques par rapport à l'histoire, la grande histoire du pays. Et j'aimerais bien évoquer aujourd'hui, par exemple, les registres matricules des élèves du lycée Hubert Clément qu'on a pu collecter en 2016. Et ce sont donc des archives datant de la Seconde Guerre mondiale qui dataient notamment de 1944. Et il y avait ces registres d'élèves où on voyait notamment la germanisation des prénoms. Et on voyait que Marcella, c'était mieux de l'appeler Marcel. Colette devenait une Gisela, etc. Donc on cherchait à germaniser les prénoms, ou encore les dissertations donc des élèves qui étaient évaluées et notées par les responsables de la jeunesse hitlérienne. Donc ça procure une certaine sensation d'étonnement, de gêne, de stupéfaction, de révolte par moment par rapport à ce qui a été fait. Il y a eu beaucoup d'émotions aussi lorsqu'on a collecté en 2017, si j'ai bonne mémoire, également les dossiers du personnel de l'administration des douanes et assises. Donc des dossiers qui remontaient à 1744, étant donné que c'est une des plus vieilles administrations au Luxembourg. Et donc, on imagine les généalogistes qui sont notre plus fervent public, qui est le public le plus fervent auprès des archives nationales, rechercher l'histoire de leurs aïeux et d'aller trouver le dossier du personnel de son arrière-grand-père remontant à 1740, écrit à la plume. C'est vraiment très, très, très touchant et très émouvant. Ou comme encore les journaux des éducateurs des centres socio-éducatifs de l'État qui retracent le quotidien des enfants qui donc ont été placés. C'est particulièrement poignant aussi. Donc nous, on a la chance en tant qu'archiviste au SCCE de pouvoir voir ces documents-là, de pouvoir les évaluer pour en déterminer l'intérêt historique. Et donc il faut savoir qu'ils ne sont pas immédiatement communicables, ce sont des données aussi sensibles, mais ce sont des archives que nous sommes très, très fiers de collecter. Dans les sentiments que nous avons, c'est aussi la fierté du devoir accompli, d'avoir préservé ce patrimoine, cette mémoire collective, mais aussi individuelle, parce que les archives, c'est aussi une question identitaire, et voilà, c'est extrêmement important d'avoir préservé ces sources. C'est parfois aussi un peu frustrant pour l'archiviste au niveau des émotions, parce que donc on les évalue sur site, on les collecte, et après, nos petits trésors qui nous sont si chers et qu'on a réussi à sauvegarder des destructions et du temps, on les transfère à d'autres collègues qui vont assurer leur traitement minutieux, en détail, etc. Parce que voilà, nous n'avons malheureusement plus le temps de le faire, mais les traitements aux documents, à la pièce, ça reste un peu notre Madeleine de Proust.
en tant qu'archiviste. Voilà. Oui. Et qui sont ces autres archivistes qui sont alors en charge de leur traitement? Le traitement des archives, c'est une grande chaîne humaine. Il faut savoir qu'il n'y a pas un seul acteur. Donc ça veut dire qu'en amont de la collecte, il y a déjà les producteurs d'archives publiques et notamment les délégués à l'archivage qui vont préparer les archives, donc selon les recommandations que nous avons formulées. Et donc ensuite, nous allons les collecter, le service collecte, conseil, encadrement, et une partie du service va contrôler la conformité de ces versements, voire faire un traitement intégral. Donc il y a ces petites mains-là qui travaillent aussi. Puis après, nous transférons encore ces archives, notamment à la section contemporaine qui va assurer la gestion de la communicabilité de ces archives, les relations avec les chercheurs et la valorisation, en tout cas la mise en valeur de certains fonds pour qu'ils puissent être ouverts à la recherche historique. Ben, plongeons-nous encore un peu plus, au plus profond, dans le travail d'un archiviste au service collecte, conseil et encadrement. Marina, peux-tu nous un peu parler du déroulement d'une visite, par exemple, auprès d'un producteur d'archives publiques dans le cadre d'un projet de collecte? Oui, alors, c'est vrai que quand on fait une visite dans le cadre d'un projet de collecte, c'est toujours un petit peu une découverte. Parfois même, c'est un peu l'aventure. On ne sait pas trop, sur quoi on va tomber, même si en amont, quand le producteur nous contacte, il nous donne un certain nombre d'informations, donc soit par mail, soit via un courrier plus officiel. Bon, en général, c'est pas complet et notamment parce qu'ils ne savent pas forcément eux-mêmes, quel est le contenu exact des archives qu'ils souhaitent verser. Donc quand on arrive, en présentiel dans les locaux de l'administration, surtout si on ne la connaît pas encore, c'est vraiment la découverte. On ne sait pas forcément donc quel est le contenu des boîtes, des classeurs, des cartons qu'on va découvrir, quelle est la période chronologique, quelles sont les conditions de conservation et puis surtout quel est l'état des archives, l'état sanitaire. Et c'est là que malheureusement on peut avoir de temps en temps des mauvaises surprises. Voilà, donc c'est un petit peu l'aventure. Et puis c'est vrai que, bon, c'est un peu cliché, mais c'est malheureusement encore vrai. Les conditions sont parfois un peu difficiles, un peu rudes. On va souvent dans des caves, dans des greniers qui sont sombres, qui sont des endroits confinés, souvent assez remplis de choses qui ne sont pas forcément des archives, où on va trouver des petites bêtes plus ou moins sympathiques. Les températures, voilà, effectivement, sont parfois un peu élevées. C'est aussi parfois, malheureusement, un peu sale, un peu poussiéreux. Donc, voilà, on arrive concrètement dans ces dépôts d'archives avec nos affaires, notre ordinateur, notre calepin pour prendre des notes, notre manteau. On ne sait pas toujours où poser les affaires dans ces endroits un petit peu, parfois un peu sales. Il n'y a pas forcément de place. On est amené à rester debout parfois plusieurs heures, à prendre des notes, amené parfois à devoir déplacer des contenants pour pouvoir accéder aux archives. Et donc, c'est vrai que même si les producteurs font tout pour rendre la visite la plus confortable possible, hein, on est très bien accueillis, c'est inhérent au métier. Et il y a eu parfois des petits malaises, voilà. Il y a eu des petits malaises, mais c'est vrai qu'à l'inverse, on a aussi l'occasion de faire des réunions sur d'autres sujets, dans de magnifiques salles de réunion ou salles de réception dans les ministères et les administrations. On est très bien reçus avec un petit café. Et puis, ce qui est quand même important à dire, c'est que même si voilà, les conditions d'évaluation ne sont pas toujours optimales, on a la chance d'être les premiers, en tout cas avec le producteur, à découvrir les archives. Voilà, en lien avec ce que disait Magali, c'est parfois des moments d'émotion. On a des mauvaises surprises, mais on fait aussi d'excellentes découvertes. Voilà. D'accord, c'est alors une petite aventure parfois. Et comment vous procédez pour évaluer les archives, aussi la valeur historique de ces archives? Existe-t-il des critères qui vous guident et qui guident vos analyses, et si oui, sont lesquels?
Alors oui, effectivement, après la découverte des archives, vient un petit peu l'enquête, comme tu le disais, précédemment. Donc une fois qu'on a identifié le contenu de ces archives qui nous sont proposées au versement, on va, élargir un petit peu le spectre et on va enquêter en collectant d'autres informations. C'est vrai qu'on a des critères, archivistiques, un peu généraux, comme par exemple, voilà, on essaye le plus possible de collecter des documents relativement synthétiques, originaux, uniques, finalisés, qui témoignent de l'activité et du fonctionnement, des activités et du fonctionnement de l'institution concernée. Mais c'est vrai qu'on va largement nuancer et compléter ces critères-là en menant cette petite enquête. Et on va notamment, pour essayer de comprendre davantage le contexte de production des documents, on va questionner énormément les producteurs et donc les services concernés par ces archives-là. Donc voilà, pour connaître le contexte de création du document, pour connaître un peu mieux le fonctionnement de l'administration, son organisation, l'organisation d'hier et d'aujourd'hui, l'évolution de ce fonctionnement-là. Euh, on va également être amené à consulter de la documentation, on a pas mal capitalisé sur ces sujets-là ces dernières années. On commence à avoir une expérience, donc on a mis par écrit toutes ces expériences d'évaluation qui nous servent quotidiennement. Donc on va se documenter. On va aussi éventuellement questionner d'autres producteurs et essayer d'analyser les flux documentaires à l'échelle de l'État. Par exemple, on va faire attention, on va vérifier que ces documents-là ne se trouvent pas ailleurs et qu'on ne les collecte pas déjà par ailleurs pour éviter de collecter 2 fois la même chose. Et puis on va prendre l'avis de nos collègues en interne au sein du SCCE, mais aussi plus largement à l'échelle des archives nationales. On a un comité d'évaluation avec des conservateurs qui nous aident à prendre la bonne décision en matière d'évaluation. Et c'est vrai que voilà, notre responsabilité est largement engagée dans cette affaire-là. On fait le choix de collecter ou non des archives qui vont servir à la recherche aujourd'hui pour les archives immédiatement communicables et demain pour les archives qui seront communicables dans le futur. Donc c'est une responsabilité, mais c'est une responsabilité collégiale. Voilà, il y a un certain nombre, comme pour le traitement, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont impliqués, aussi bien du côté du producteur que du côté des archives nationales. Et donc, je voudrais ajouter qu'il existe aussi maintenant un outil de gestion documentaire qui s'appelle le tableau de tri et que les archives nationales ont déployé auprès de tous les ministères et administrations du fait d'un article de la loi sur l'archivage de 2018 qui nous imposait de participer à la création de cet outil de gestion documentaire. D'ailleurs, la date limite pour leur mise en application est le 31 août de cette année. Et donc, cet outil de gestion documentaire, il permet de savoir ce qu'il y a à conserver, ce qu'il y a à détruire. Et il recense l'ensemble des évaluations qui ont été faites. Et donc maintenant, les producteurs d'archives publiques du régime général pourront se baser sur ce document pour auto-évaluer en gros leurs archives et les gérer directement avec notre intermédiaire. Ah oui, d'accord. Bah, pour retourner encore une fois à Marina, dans ta fonction, tu t'occupes aussi des délégués à l'archivage. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce qu'est un délégué à l'archivage? Oui, bien sûr. Alors en fait, la loi sur l'archivage de 2018, elle impose la nomination d'un ou de plusieurs délégués à l'archivage dans les ministères et les administrations. Et si d'ailleurs, si ce n'est pas fait, c'est le chef d'administration qui doit assurer cette fonction. Donc voilà, le noyau dur de ce réseau, ce sont les représentants des ministères et des administrations. Mais bien sûr, on a aussi, et on les invite encore à rejoindre le réseau, aussi des représentants dans d'autres organismes publics, comme les établissements publics, les communes, même si c'est peut-être un peu moins formel. Donc voilà, le réseau, c'est une centaine de personnes. Il peut y avoir plusieurs délégués dans une même institution. Et donc le délégué à l'archivage, en fait, c'est d'abord le point de contact, le contact entre la personne qui va faire le lien entre son administration et les archives nationales. C'est celui ou celle qui va tout mettre en œuvre pour assurer la bonne gestion documentaire au sein de son institution, qui va sensibiliser
ses collègues aux questions liées à l'archivage et puis qui va aussi préparer les versements d'archives et les destructions. Voilà, pour résumer, c'est les grandes missions du délégué à l'archivage. Et donc, on essaye d'animer ce réseau en organisant des séances d'information, d'échanges, des workshops, des groupes de travail, parfois même des rendez-vous un peu moins formels. On se retrouve maintenant chaque année au marché de Noël de la ville de Luxembourg, par exemple. Et donc, l'objectif, c'est en fait, côté Archives nationales, de transmettre un maximum d'informations à ces délégués en s'adaptant aussi à leurs compétences et à leur expérience qui sont assez diverses et variées. Et puis, l'idée aussi, c'est de favoriser les échanges entre eux et puis d'avoir des retours d'expérience de leur part aussi pour adapter un petit peu nos recommandations, nos consignes, nos exigences en fonction de la réalité du terrain. Les tâches du SCCE sont entre autres le conseil et l'encadrement des producteurs d'archives et aussi le soutien de les soutenir dans la gestion de leurs archives. Et parfois, ça peut arriver qu'il y a des urgences. Et Baptiste, peux-tu nous dire un peu plus ? On va dire que c'est pas quotidiennement, mais il nous arrive d'être confrontés à des situations critiques pour certaines archives publiques, effectivement, où notre service doit intervenir pour plusieurs raisons possibles. Ces urgences, elles peuvent être liées à, je vais vous citer des exemples, une administration qui doit déménager très rapidement et qui nous informe au dernier moment, et donc on doit venir récupérer des archives. Il est aussi possible que les archives aient subi un dégât des eaux. On a eu les cas avec les inondations il y a quelques années, ou alors à cause de la rupture d'une canalisation d'eau dans une cave, et donc toutes les archives ont été touchées. Donc notre service doit intervenir. Il arrive aussi des fois qu'on apprenne que des archives vont être détruites alors que nous ne les avons pas encore évaluées. Et donc ça peut être problématique sur le contenu des documents qui peuvent être détruits. Il faut qu'on les voit avant qu'une destruction d'archives publiques soit effectuée. Et le dernier cas qui se reproduit malheureusement souvent du fait des conditions de stockage qui ne sont pas toujours très optimales pour les documents papier, ce sont les développements de moisissures sur des grandes quantités d'archives dans des lieux de stockage pour lesquels nous devons intervenir afin de sauver ces documents d'une mort lente en fait, et pour pouvoir récupérer les documents d'intérêt historique. Et y a-t-il une situation qui t'est particulièrement restée en tête ? Oui, on a eu un cas où, malgré notre intervention, les archives n'ont pas été récupérables du tout. Elles avaient subi un dégât des eaux très important, une rupture de canalisation justement. Et malheureusement, les documents papier ont été stockés ensuite dans des sacs en plastique de type sac poubelle avant qu'on intervienne. Et papier et son humidité dans du plastique n'ont pas donné de très bons résultats. Et là, il était impossible de récupérer ces documents. Donc malheureusement, on a perdu des données et des documents à valeur historique qu'on ne pourra jamais plus reproduire. Et donc oui, cette situation, elle n'est arrivée qu'une fois, mais on va essayer de faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas. Je tiens à dire également dans cette séquence sur le sauvetage, qui est une de nos missions aussi importantes, qu'il ne faut pas oublier le numérique parce qu'il y a aussi des actions de sauvegarde à entreprendre qui sont extrêmement importantes. Pourquoi ? Parce que autant le papier, dans un contexte plus ou moins correct, s'autoconserve assez bien, le numérique, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'à un horizon de 10 à 15 ans, à 20 ans en fonction des supports, les documents, les données numériques, donc les documents bureautiques et les données numériques ne seront plus forcément lisibles parce que les formats auront évolué, les logiciels ne pourront plus les lire ou les supports même deviendront obsolètes ou illisibles. Donc il faut apporter une attention vraiment accrue à ce numérique qui apparaît un peu comme la solution miracle à notre époque, mais en fait qui est un support de conservation beaucoup plus fragile que le papier, par exemple. Et donc les archives nationales sont notamment très engagées dans la préservation numérique, à travers notamment la définition d'une stratégie nationale de préservation numérique à long terme, et plus concrètement sur la mise en place de plans de préservation numérique.
spécifiques à chaque activité d'un organisme, par exemple. Et pour prendre un exemple très concret, comme les exemples de Baptiste, savez-vous que la police grand-ducale, avant, faisait des photos donc sur des pellicules en argentique et bien avant encore sur des plaques de verre qui sont conservées, mais maintenant le numérique, voilà, si à 10 ou 15 ans on ne peut pas conserver les photos de ces enquêtes qui sont des preuves, qui sont des pièces à conviction pour la justice, ça deviendrait problématique. Donc les archives nationales notamment sont dans une sorte de course contre la montre à l'heure actuelle pour opérer un transfert des images qui sont sur ces CD vers donc des serveurs, vers un support et des formats plus pérennes et plus interopérables et réversibles pour essayer de garantir dans le temps leur lisibilité, leur accessibilité et leur intégrité et leur authenticité donc. Ceci dit, nous sommes arrivés à la fin de notre 4e épisode. Je vous remercie encore une fois pour toutes ces informations très intéressantes et passionnantes de votre travail qui semble très varié. Und damit sind wir auch am Schluss von dieser Episode. Wir hoffen, dass als Nolausterer und Nolausterinnen einen flotten Abblick kriegen an die Arbeit von den Archivisten beim SCCE. Weil u sech de Service awer nach ganz viel aner interessant Sujeen huet als engem Alldach, wo man geduet, et wär vielleicht eng flott Idee, dat man am nächste Podcast denke 3 Modellbesta vitéieren fir nach bisse méi en Daven Abblick an diesen Service zu gehen. Mir so erst merci fir Nolauschren, a wann dir wollt weiter informiert bleiwen iwwer all neue Episode, da könnt ihr ja gern op als Newsletter abonnieren oder als Rubrik op als Internetsite anlux.lu zum Podcast besichen an du mat zo mehr merci an bis geschwind. Adi.